Lors de notre réunion de famille annuelle, ma sœur aînée, Marie, m'a poussé dans le lac et a ri pendant que j'avais du mal à respirer. N'en fais pas tout un drame, a-t-elle ricané tandis que mes parents regardaient en silence. Je n'ai pas discuté. 2 semaines plus tard, son fonds d'études avait disparu. Et moi aussi. Je m'appelle Isabelle, j'ai 22 ans, et ma propre sœur m'a poussée dans un lac et a ri pendant que je me noyais. Avant de vous raconter comment j'ai redirigé l'intégralité de ces 50 000 € de fonds d'études et disparu sans laisser de traces, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. J'adorerais savoir jusqu'où mon histoire voyage. C'était notre réunion de famille annuelle, organisée au chalet au bord du lac qui appartenait à la famille de ma mère depuis des générations. L'air sentait le pain et le barbecue. Des parents éloignés que je ne voyais qu'une fois par an déambulaient, riant et se racontant leur vie. En apparence, c'était l'image parfaite d'une famille française heureuse. Mais pour moi, ce n'était qu'une autre scène pour la pièce préférée de ma famille, où j'étais chaque année distribuée dans le même rôle, la sœur cadette fiable, responsable et totalement invisible. Ma sœur aînée, Marie, était la vedette du spectacle. À 24 ans, elle était charmante, athlétique et avait le don de faire en sorte que tout le monde se sente comme son meilleur ami, juste avant de leur demander un service. Elle se tenait au bord de l'ancien ponton en bois, une bière à la main, racontant une histoire exagérée à nos cousins. J'allais juste prendre un soda dans la glacière, ai-je dit. Et, petite sœur, a-t-elle marmonné, un ricanement sur les lèvres, pensant à tout cet argent que grand-mère t'a laissé. Je l'ai ignoré, ma main tendant vers une canette froide. C'était son sujet préféré, mon héritage, pas notre héritage, le mien. Un fait qui irritait ma famille chaque jour. Ne sois pas comme ça, a-t-elle dit en se plaçant devant moi. J'ai essayé de la contourner, mais elle a posé une main sur ma poitrine. Tu sais, tu es toujours si sérieuse. Tu as besoin de te détendre. Et puis elle m'a poussé violemment. Le monde a basculé. Un instant, j'étais sur le bois solide du ponton. L'instant d'après, je tombais à la renverse dans l'eau trouble et étonnamment froide du lac. Le froid fut un coup physique, me coupant le souffle. Je suis remontée à la surface en crachant, en haletant. Mes cheveux collés à mon visage. Ma tête a replongé alors que j'essayais de reprendre mes esprits. Les rires du ponton m'ont frappé avant l'air. C'était Marie, pliée en deux, me montrant du doigt. N'en fais pas tout un drame, a-t-elle crié. Mes parents, Claire et Antoine, regardaient depuis la véranda. Ils souriaient, n'essayant pas d'aider, juste regardant pendant que je me débattais. Une douleur aiguë a traversé mon ancienne blessure à l'épaule et une panique familière a commencé à m'étreindre la poitrine alors que l'eau froide choquait mon système. Je n'en faisais pas tout un drame. J'étais vraiment en difficulté. Et à ce moment-là, en les voyant rire, j'ai su que quelque chose en moi s'était finalement brisé. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas crié. J'ai juste lutté pour regagner le rivage, mes poumons en feu. 2 semaines plus tard, son fonds d'études avait disparu. Et moi aussi. Le trajet de retour de la réunion s'est fait en silence. J'étais assise à l'arrière, enveloppée dans une serviette humide et moite. L'air conditionné de la voiture me glaçait la peau. La respiration sifflante dans ma poitrine s'était transformée en un léger sifflement, un rappel constant de l'impact du choc froid sur ma respiration. Marie était à l'avant, fredonnant en écoutant la radio, riant parfois toute seule. Mes parents discutaient de ce qu'ils devaient acheter à l'épicerie. C'était comme si l'heure précédente n'avait jamais eu lieu, comme si leur fille cadette ne s'était pas noyée sous leurs yeux. Mais pour moi, cette heure avait été une éternité. Le froid du lac avait choqué mon corps. Mais c'était la froideur de leur regard qui avait figé quelque chose de profond en moi. Cela a ravivé une décennie de souvenirs, un long film muet de ma propre vie se déroulant dans ma tête. Je me suis souvenu d'avoir 16 ans, si fière de ma voiture, une berline cabossée mais fiable que j'avais achetée avec l'argent de mon petit boulot. Une semaine plus tard, Marie, qui venait de voir son permis suspendu pour excès de vitesse, l'a prise sans demander et l'a enroulée autour d'un poteau téléphonique. Quand je l'ai découvert, ma mère m'a prise à part, sa voix douce et suppliante. Elle a fait une erreur, Isabelle, elle se sent horrible. Sois une bonne sœur. Cet argent que ta grand-mère te garde peut couvrir les frais, n'est-ce pas?
J'ai fini par payer les dégâts. Marie ne m'a même jamais remercié. Je me suis souvenu de mes 20 ans. Je voulais aller dîner dans un bon restaurant avec ma famille. Au lieu de cela, j'ai passé la soirée à envoyer 5 000 € à Marie. Elle était à Las Vegas avec ses amis et avait, selon ses propres mots, rencontré quelques difficultés. Mon père m'a tapé sur l'épaule quand j'ai raccroché. C'est ma fille. Toujours responsable. La famille s'entraide. Ma grand-mère, la mère de ma mère, avait tout vu. C'était une femme tranquille et observatrice qui avait bâti une entreprise de construction prospère à partir de rien. Elle a vu comment j'économisais mon argent pendant que Marie dilapidait son argent de poche. Elle a vu comment j'étudiais pour mes examens pendant que Marie faisait la fête. Elle a vu comment j'étais toujours celle qui devait nettoyer les dégâts. Quelques mois avant son décès, elle m'a assise dans son atelier, l'air épais d'odeur de sueur et de vernis. Elle m'a tendu un lourd registre relié en cuir. L'argent est un outil, Isabelle, avait-elle dit, sa voix rauque mais ferme. Il peut construire une vie, ou il peut être une béquille pour ceux qui refusent d'apprendre à marcher. Je te fais confiance pour être une bâtisseuse. À sa mort, elle m'a légué la majeure partie de sa succession, une somme considérable, incluant des investissements et des propriétés. Marie a reçu une somme symbolique, et mes parents ont eu la maison familiale et une pension. Le testament était clair. L'argent était le mien, à gérer par moi. À mes 22 ans, ma grand-mère avait mis sa confiance en moi, pas en eux, et il ne me l'avait jamais pardonné. Le silence dans la voiture a finalement été brisé par ma mère. « Isabelle, chérie, tu te sens mieux ?» Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé par la fenêtre. « Arrête de faire ta bébé », a grommelé Marie depuis l'avant. C'était une blague. « Marie », a dit mon père, sa voix sans réelle réprimande. « Mais elle a raison, Isabelle. Tu as toujours été trop sensible. » Je suis rentrée chez moi, j'ai pris une douche et je suis allée dans ma chambre. Le froid n'était plus seulement dans mes os. Il était dans mon cœur. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé la seule personne que je savais comprendre. Michel, ma meilleure amie depuis la maternelle, avait été témoin en première ligne des dynamiques de ma famille pendant des années. « Ils ont fait quoi ?» a-t-elle dit, sa voix un grognement sourd après que j'ai raconté l'histoire. Je pouvais l'imaginer arpentant son petit appartement, passant une main dans ses cheveux de frustration. Ils ont juste ri, Michel, comme si c'était la chose la plus drôle qu'ils aient jamais vue. J'arrive, a-t-elle dit. Elle était là en 15 minutes, un sac de hamburgers gras à la main. Nous nous sommes assises dans ma chambre, et pour la première fois de la journée, j'ai ressenti une lueur de chaleur. Ce n'est pas seulement à propos du lac, Isabelle. Tu le sais, n'est-ce pas, a-t-elle dit en me tendant un hamburger. Je n'avais pas faim, mais je l'ai pris quand même. Combien de fois l'as-tu tiré d'affaire? Combien de prêts leur as-tu fait que tu sais que tu ne reverras jamais? J'ai juste haussé les épaules, picorant l'emballage. Ils ne prennent pas seulement ton argent, ma fille. Ils prennent ta vie. Ils te manquent de respect parce qu'ils savent que tu l'accepteras. Tu es leur filet de sécurité, leur carte de sortie de prison. Elle s'est penchée en avant, ses yeux intenses. As-tu déjà, ne serait-ce qu'une seule fois, te senti aimé par eux sans condition attachée? Sans qu'ils aient besoin de quelque chose de toi? Sa question m'a frappé plus fort que l'eau froide. J'ai essayé de penser à un seul exemple, un seul souvenir où leur affection n'était pas liée à ma conformité ou à mon portefeuille. Rien n'est venu. Le silence s'est étiré et il a été rempli d'une terrible prise de conscience. Des larmes que je ne savais même pas être là ont commencé à monter dans mes yeux. Je me suis détournée, ne voulant pas qu'elle me voie. Elle a fait semblant de ne pas remarquer. Après le départ de Michel, je me suis retrouvée à sortir un vieil album photo. Nous étions là, une famille de 4, souriant à Disneyland Paris. J'avais environ 10 ans. Je me suis souvenue de ce voyage. Je me suis souvenu que mon père avait perdu son portefeuille et que j'avais offert les 200 € que j'avais économisés pour une nouvelle console de jeux vidéo pour aider à payer l'hôtel. Ma mère m'avait serré dans ses bras et m'avait appelée sa petite héroïne. À l'époque, j'avais ressenti une bouffée de fierté. Maintenant, en regardant la photo, tout ce que je pouvais voir, c'était le début du schéma.
J'ai feuilleté les pages, chaque photo souriante étant un mensonge, photo de remise de diplôme, matin de Noël, fête d'anniversaire. Chaque étape était entachée d'une transaction, un sacrifice que j'avais fait et qui était attendu, pas apprécié. J'ai fermé l'album, un profond sentiment de chagrin m'envahissant. Je ne pleurais pas seulement la famille que j'avais. Je pleurais la famille que je pensais avoir, celle en laquelle j'avais désespérément voulu croire. Les visages heureux sur les photos étaient des étrangers, et j'étais une étrangère dans ma propre maison. Je me suis assise là dans l'obscurité, les larmes coulant enfin, pleurant pour la fille sur les photographies, qui voulait juste que sa famille l'aime pour ce qu'elle était, pas pour ce qu'elle avait. Les jours suivants furent un tourbillon de politesse forcée. Ma famille agissait comme si rien ne s'était passé, ce qui était en quelque sorte pire que leur colère. C'était une invalidation complète de mon expérience. « Tu veux des œufs ?» me demandait ma mère en préparant le petit déjeuner. Marie me demandait d'emprunter mon chargeur de voiture. Mon père me demandait de l'aider avec le jardinage. C'était normal et ça me rendait folle. Le point de rupture, le moment qui a transformé mon chagrin en une froide et dure détermination, est survenu un jeudi soir. Je descendais chercher un verre d'eau quand j'ai entendu les voix de mes parents venant du salon. J'ai fait une pause au bas des escaliers, cachée par l'ombre. Elle a à peine prononcé un mot en 3 jours, a dit ma mère, Claire, sa voix empreinte de frustration. Tout ce traitement silencieux est tellement enfantin. Elle s'en remettra. Mon père, Antoine, a grogné derrière son journal. Elle le fait toujours. Nous ne pouvons pas nous permettre qu'elle s'en remette maintenant, Antoine, a-t-elle claqué. Marie a besoin de l'acompte pour ce programme de MBA d'ici la fin du mois. 50 000 €. Tu as oublié? Bien sûr que je n'ai pas oublié. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est une adulte. On ne peut pas juste prendre l'argent. Il y a eu une pause. Puis la voix de ma mère est tombée dans un chuchotement conspirateur. Je parlais à ma sœur Catherine. L'entreprise de construction de son mari a des problèmes de trésorerie, une crise temporaire. Et si nous disions à Isabelle que nous étions en difficulté, que l'entreprise était sur le point de s'effondrer, et que nous avions besoin qu'elle co-signait un prêt pour la sauver? Mon sang s'est glacé. Elle ne le ferait jamais, a dit mon père d'un ton désinvolte. Elle le ferait si nous le présentions correctement, a-t-elle insisté. Nous en ferons une question de famille, de responsabilité. Nous lui dirons que c'est le seul moyen de garder un toit au-dessus de nos têtes. Nous obtiendrons le prêt, donnerons à Marie les 50 000 €, et puis, eh bien, nous nous débrouillerons pour le reste plus tard. Elle doit être responsable de sa sœur. C'est la bonne chose à faire. J'ai eu l'impression que j'allais être malade. Ce n'était plus juste de l'avidité occasionnelle. C'était un complot calculé. Il ne se contentait pas de profiter de ma générosité. Il prévoyait de me tromper activement, de me piéger dans des dettes pour financer la vie de ma sœur. Je me suis éloignée des escaliers, mon cœur battant dans ma poitrine, et je me suis retirée dans ma chambre avant qu'il ne puisse m'entendre. J'ai fermé la porte, le dos appuyé contre elle, et je me suis glissée au sol. C'était une chose d'être tenue pour acquise. C'en était une autre d'être la cible d'une conspiration ourdie par ses propres parents. Le lendemain, j'ai essayé de parler à mon petit ami, Julien. Nous sortions ensemble depuis environ 1 an. Il était intelligent, ambitieux, et je pensais qu'il était de mon côté. Nous nous sommes rencontrés pour prendre un café, et je lui ai tout raconté. Le lac, l'historique des demandes financières, la conversation que j'avais surprise. Je m'attendais à de l'indignation. Je m'attendais à ce qu'il me dise que je devais partir de là. Au lieu de cela, il a remué son latte, un froncement de sourcils pensif sur son visage. Waouh, c'est beaucoup, Isabelle. Beaucoup, Julien? Il prévoit de me frauder. Eh bien, peut-être pas frauder, a-t-il dit prudemment, évitant mes yeux. Peut-être qu'ils sont juste désespérés et ce n'est qu'une signature, n'est-ce pas? Pour la famille. Tu ne veux pas être celle qui brise ta famille pour de l'argent. Tu as pensé à ce que les gens diraient? Je l'ai regardé, la tasse de café gelée à mi-chemin de mes lèvres. Ce que les gens diraient? Il ne s'agissait pas de ce qui était juste ou faux. Il ne s'agissait pas de mon bien-être.
Il s'agissait des apparences. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que pour lui, mon héritage n'était pas un fardeau que je portais. C'était un avantage dont il profitait. Les bons dîners, les week-ends, ma stabilité financière faisait partie de mon attrait. Ma douleur n'était qu'une complication gênante. Je dois y aller, ai-je dit, me levant si brusquement que la table a tremblé. Cette nuit-là, j'ai rappelé Michel. Je lui ai tout dit. Le complot, la réaction de Julien. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Puis elle a dit, je connais une avocate, Isabelle. Ma tante l'a utilisée pour son divorce. Elle est coriace et intelligente. Elle s'appelle Maître Dubois. Je pense que tu devrais l'appeler, pas pour les poursuivre, juste pour savoir quels sont tes droits, pour savoir à quoi tu fais face. Elle m'a envoyé son numéro par texto. Je l'ai regardé pendant 10 minutes avant que mon pouce n'appuie enfin sur le bouton d'appel. Le bureau de Maître Dubois était dans un bâtiment moderne et élégant du centre-ville. Cela semblait être un autre monde comparé à la maison de banlieue de ma famille. Maître Dubois elle-même avait la quarantaine avancée, avec des yeux vifs et intelligents et un comportement calme et terrax en drafter. Elle a écouté toute mon histoire sans interruption, son stylo griffonnant occasionnellement une note sur un bloc-notes. Quand j'ai eu fini, je me suis sentie émotionnellement épuisée, comme si je venais de courir un marathon. Elle m'a regardée, son expression mêlant professionnalisme et empathie sincère. Isabelle, a-t-elle commencé, sa voix calme et rassurante. Soyons parfaitement clairs. Les biens que votre grand-mère vous a laissés sont les vôtres et les vôtres seulement. Vous n'avez aucune obligation légale de payer les études de votre sœur, sa voiture ou son mode de vie. La seule obligation que vous avez est celle émotionnelle qu'ils ont fabriquée et exploitée pendant des années. L'entendre énoncer si clairement, si légalement, fut comme un poids physique se levant de mes épaules. Le plan que vous avez surpris, a-t-elle poursuivi, son ton durcissant légèrement, n'est pas seulement moralement répréhensible. Il frise la conspiration en vue de commettre une fraude. Si vous deviez signer ce prêt sous de faux prétextes qu'ils ont créés, vous seriez légalement responsable. Et ils le savent. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Nous avons discuté d'options. Nous avons parlé de fiducie et de fondation. Nous avons parlé de limites. Pour la première fois, je ne parlais pas seulement de mes sentiments. Je parlais de stratégie. J'ai quitté son bureau en me sentant différente. Le chagrin était toujours là, une douleur sourde dans ma poitrine, mais pour la première fois, elle était mêlée à autre chose, une lueur de pouvoir, un sentiment de contrôle. Il m'avait poussé dans le lac, s'attendant à ce que je me débatte, que j'éclabousse et que je finisse par céder. Il n'avait aucune idée que j'étais sur le point d'apprendre à construire un barrage. Les 2 semaines qui ont suivi ma rencontre avec Maître Dubois ont été les plus calmes et les plus intenses de ma vie. En apparence, j'étais placide, obéissante. Je suis redevenue l'Isabelle à laquelle ils étaient habitués. J'ai répondu aux questions de ma mère sur ma journée. J'ai laissé Marie me battre aux jeux vidéo. J'ai même aidé mon père à nettoyer le garage. Je jouais un rôle. Et je n'avais jamais été une actrice aussi convaincante. À l'intérieur, cependant, une tempête faisait rage. Chaque sourire poli était un masque. Chaque acquiescement, un coup d'échec soigneusement placé. Je n'étais plus une victime réagissant à leurs caprices. J'étais une architecte concevant ma propre sortie. Ma première étape fut de tâter le terrain, de confirmer ce que je savais déjà dans mon cœur. Un soir au dîner, j'ai laissé échapper un soupir lourd. J'ai eu de mauvaises nouvelles aujourd'hui, ai-je dit, embrassant ma purée de pommes de terre dans mon assiette. Cette action technologique dans laquelle j'avais investi une partie de mes économies a plongé. J'ai perdu une somme d'argent importante. La réaction a été instantanée et révélatrice. La fourchette de ma mère a cliqueté sur son assiette. Quoi? Combien? Beaucoup, ai-je dit vaguement, observant leur visage. Il faudra un certain temps pour se rétablir. Je devrais être très prudente avec mes finances dans un avenir prévisible. Je l'ai vu. Pas une once d'inquiétude pour moi ou ma prétendue perte financière. Juste de la pure panique non adultérée. Le visage de ma sœur Marie s'est assombri. Tu plaisantes, n'est-ce pas?
Et mon MBA? Le paiement des frais de scolarité est dû. Je suis désolée, Marie, ai-je dit, en rencontrant son regard. Je ne pense pas pouvoir aider avec ça pour le moment. Comment ça, tu ne peux pas aider, s'est exclamée ma mère, Claire, sa voix s'élevant. Tu ne peux pas être irresponsable avec cet argent, Isabelle. Ta grand-mère te l'a laissé pour construire un avenir pour la sécurité de cette famille, pas pour le gaspiller en actions. L'hypocrisie était si épaisse que j'aurais pu m'y étouffer. C'était la confirmation finale. Ma valeur pour eux n'était pas celle d'une fille ou d'une sœur, mais celle d'un compte en banque, d'une ressource. Et maintenant que la ressource était prétendument menacée, le mince vernis d'affection familiale était arraché, révélant la cupidité laide et désespérée en dessous. Le lendemain, j'ai commencé à construire mon arche. J'ai eu plusieurs autres réunions calmes et discrètes avec Maître Dubois. Nous avons élaboré le plan. Les 50 000 € que mes parents attendaient de Marie se trouvaient sur un compte d'épargne à haut rendement à mon nom. C'était toujours mon argent, destiné dans mon esprit à son éducation par un sens du devoir mal placé. Maintenant, il serait réaffecté. Maître Dubois m'a aidé à rédiger les documents nécessaires pour créer une fondation de bourse d'études privées. C'était une simple manœuvre juridique. Je ferai don des 50 000 € à cette nouvelle fondation, qui attribuerait ensuite des bourses à des étudiants méritants de ma communauté locale. Nous lui avons même donné un nom, une dernière touche poétique d'ironie. Nous l'avons appelée la Fondation des Bourses Dubois. Dubois était notre nom de famille. Pendant que Maître Dubois s'occupait du cadre juridique, je m'occupais de la logistique de mon évasion. J'avais un diplôme en design graphique et j'ai discrètement envoyé mon portfolio à plusieurs agences dans une ville à 3 départements de là, un endroit où je ne connaissais personne, un endroit où je pouvais être anonyme. En 2 semaines, j'avais un entretien prometteur par Zoom. Quelques jours plus tard, ils m'ont offert un poste de designer junior sous réserve de vérification des antécédents. J'ai accepté sur le champ. J'ai trouvé un petit appartement en ligne et payé le loyer du mois et le dépôt de garantie à partir d'un nouveau compte bancaire dont ma famille ne savait rien. J'ai commencé à emballer mes affaires tard le soir, carton par carton, les cachant à l'arrière de mon placard. Mes possessions les plus précieuses, les vieux outils de ma grand-mère, ma collection de livres de design vintage, les photos de Michel et moi. Ma vraie vie. Un après-midi, j'ai surpris ma mère au téléphone, sa voix tendue par le stress. Elle était dans la cuisine, le dos tourné. « Je ne sais pas quoi te dire, Catherine, disait-elle. Tu auras ton argent. Je dois juste. J'ai besoin de plus de temps. L'affaire d'Antoine est tombée à l'eau. Nous comptions sur. Donne-moi juste jusqu'à la fin de l'année. » Donc c'était ça, une graine de vérité. Ma tante, celle qui était toujours si douce avec moi, était une créancière. Sa gentillesse n'était que la pression d'un tournevis se resserrant lentement. Il ne s'agissait pas seulement de faire avancer Marie. Il s'agissait de se sortir d'un trou qu'ils avaient creusé avec ma propre tante. La complexité de leur tromperie était plus profonde que je ne l'avais imaginé. Toutes les pièces étaient en place. La fondation était légalement établie. Le travail était sécurisé. L'appartement attendait. Il ne restait plus qu'à partir. Ma famille, inconsciente du raz de marée qui s'apprêtait à les frapper, décida de monter son dernier acte. Ma mère annonça que nous allions avoir un dîner spécial de réunion de famille. Son ton était artificiellement joyeux, comme toujours lorsqu'elle s'apprêtait à demander quelque chose d'important. Elle prépara mon plat préféré, du poulet rôti avec des pommes de terre au romarin. Toute la maison sentait un foyer que j'étais sur le point de quitter pour toujours. Nous nous sommes assis à la table de la salle à manger, la belle vaisselle étincelant sous les lumières. C'était comme une scène de film, un drame familial tendu se déroulant en temps réel. Mon père se racla la gorge. Ma mère croisa les mains sur la table, et Marie s'adossa à sa chaise avec un air d'arrogance. « Isabelle, » commença ma mère, sa voix dégoulinant de sincérité feinte. « Nous devons parler en famille. » Je l'ai juste regardé, mon expression neutre. J'avais répété ce moment dans ma tête 100 fois. Ton père et moi, nous avons traversé une période difficile, dit-elle, une larme parfaite roulant sur sa joue. L'entreprise ne va pas bien. Nous faisons face à une crise et nous risquons de tout perdre.
Mon père hocha la tête sombrement, jouant son rôle. Nous avons besoin de ton aide, chérie. Nous ne demanderions pas si ce n'était pas une question de vie ou de mort. Il fit glisser une liasse de papier sur la table, une demande de prêt, exactement comme je l'avais entendu. Il voulait que je sois garante d'un prêt massif, en utilisant mon portefeuille d'investissement comme garantie. Ce n'est qu'une signature, murmura ma mère, les yeux suppliants. Pour sauver ta famille, ajouta Marie, le coup de grâce. Il est temps d'être adulte, petite sœur. Il est temps d'assumer de vraies responsabilités. J'ai baissé les yeux sur les papiers. J'ai regardé leurs visages impatients, l'espoir désespéré dans les yeux de ma mère, la demande sévère de mon père, le sourire arrogant de ma sœur. J'ai vu toute la pièce pathétique et tragique pour ce qu'elle était, et je n'ai rien ressenti. La colère s'était consumée, laissant derrière elle un calme froid et clair. J'ai pris le stylo qu'ils avaient si gentiment placé à côté des documents. Je l'ai tenu un instant. Je pouvais voir la victoire dans leurs yeux. Ils pensaient avoir gagné. Puis j'ai doucement reposé le stylo sur la table, intact. Je me suis levée. Non, ai-je dit. Ma voix était calme, mais elle résonnait dans la pièce soudain silencieuse. Quoi? Ma mère haleta. Non, ai-je répété un peu plus fort cette fois. Je les ai regardés chacun dans les yeux. Je ne signerai rien. Je me suis retournée et suis sortie de la salle à manger, les laissant figés dans un tableau d'incrédulité. Je suis montée à l'étage, j'ai attrapé les 2 sacs de voyage que j'avais remplis de mes essentiels, j'ai franchi la porte d'entrée, je suis montée dans ma voiture et je suis partie sans me retourner. Le véritable dénouement ne s'est pas produit avec un cri, mais avec une lettre. 3 jours plus tard, ma sœur Marie, persuadée que ma petite crise de colère était terminée, est entrée dans l'agence principale de notre banque locale. Elle s'est rendue chez la conseillère clientèle privée qu'on lui avait dit de voir pour organiser le virement de ses frais de scolarité. Elle est probablement entrée avec arrogance, s'attendant à un traitement de tapis rouge. Elle a donné son nom à la conseillère et a expliqué qu'elle était là pour accéder aux fonds que sa sœur lui fournissait pour son MBA. La conseillère, une femme polie d'une 50aine d'années, a tapé son nom dans le système. Elle a froncé les sourcils. Elle l'a tapé à nouveau. Je suis désolée, mademoiselle Dubois. Je ne vois aucune note ici concernant un virement. Ça vient du compte de ma sœur, Isabelle Dubois, a probablement dit Marie, sa voix empreinte d'agacement. Plus de frappes, une pause plus longue. Mademoiselle Dubois, a dit la conseillère, sa voix soigneusement neutre. Le compte dont vous parlez a été fermé il y a 2 jours. Les fonds ont été transférés. Transférés où? C'est mon argent, aurait-elle crié, faisant tourner les têtes dans le hall calme de la banque. La conseillère lui aurait calmement expliqué que les fonds étaient légalement à mon nom et que j'avais tout le droit de les déplacer. Mais ce n'était pas le meilleur. Le lendemain, une épaisse enveloppe de couleur crème est arrivée chez nous, adressée à mademoiselle Marie Dubois. Elle avait l'air officielle, importante. Elle l'a probablement déchirée en pensant que c'était une sorte d'erreur de la banque qu'elle devait rectifier. À l'intérieur, sur un papier épais gaufré, se trouvait une lettre. Elle commençait, « Chère mademoiselle Dubois, au nom de notre conseil d'administration, nous sommes ravis de vous informer que vous avez été nommée inspiration honorifique de la fondation de Bourse Dubois nouvellement créée. Un généreux don anonyme de 50 000 € a été fait au nom de votre famille pour fournir une aide financière à des étudiants brillants et méritants de notre communauté qui ont surmonté des obstacles personnels et financiers importants. Votre histoire d'ambition a inspiré notre bienfaiteur à aider ceux qui démontrent un véritable potentiel et une autonomie. Je n'étais pas là pour le voir, mais je peux l'imaginer parfaitement. La couleur s'échappant du visage de Marie. Ma mère saisissant la lettre, sa main tremblante alors qu'elle la lisait à voix haute. Mon père s'enfonçant dans une chaise, le visage cendré. L'argent n'était pas seulement parti. Il avait été utilisé pour les humilier publiquement. Il avait été réaffecté en un monument à leur propre cupidité, un rappel caritatif permanent de ce qu'ils avaient perdu. Ils n'avaient pas seulement perdu l'argent. Ils avaient perdu le contrôle. Le pouvoir avait complètement et irrévocablement changé de main, et j'étais déjà à 3 départements de là, recommençant. Les conséquences ont été immédiates et exactement comme je l'avais prédit.
Mon téléphone a commencé à exploser. L'appel venait de ma mère. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Le message qu'elle a laissé était un chef-d'œuvre de manipulation émotionnelle. Sa voix étouffée par de fausses larmes. Isabelle, chérie, qu'as-tu fait? Il y a eu une terrible erreur. Tu dois nous appeler. Nous sommes si inquiets. Ce n'est pas toi. L'appel suivant venait de Marie. Je n'ai pas eu besoin d'écouter la messagerie vocale pour savoir ce qu'elle disait. Ces messages textes, un flot de mots furieux et mal orthographiés, racontaient toute l'histoire. Où est mon argent? Tu penses que c'est drôle? Tu as ruiné ma vie. Tu es morte pour moi. Puis est venu un message texte de mon père, court et froid. Appelle ta mère. Tu l'as terriblement bouleversée. J'ai lu les messages, écouté les quelques secondes de la messagerie vocale, puis j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. J'ai ouvert ma liste de contacts, et un par un, j'ai bloqué leurs numéros. Mère, père, sœur, même Julien. Le sentiment de soulagement était physique, une profonde bouffée d'air pur. Le silence qui a suivi était magnifique. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai répondu. C'était ma tante Catherine. Sa voix était douce comme du sirop. Isabelle, ma chérie, c'est ta tante. Ta maman est folle d'inquiétude. Nous le sommes tous. Pourquoi ne rentres-tu pas à la maison pour qu'on puisse en parler? Quoi qu'il arrive, on peut le réparer. C'était leur dernière tentative. Les bons flics envoyés pour arbitrer. Mais je connaissais la vérité. Elle ne s'inquiétait pas pour moi. Elle s'inquiétait du prêt que mes parents lui devaient. Je vais bien, tante Catherine, ai-je dit, ma voix calme et assurée. Il n'y a rien à discuter. Votre famille? Ils ne sont plus ma famille depuis longtemps. Et avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai raccroché et bloqué son numéro aussi. Je savais qu'ils n'abandonneraient pas facilement. Leur coup suivant, comme Maître Dubois m'avait prévenu que cela pourrait arriver, fut une tentative désespérée et pathétique d'utiliser les autorités pour me contrôler. Un soir, on a frappé à la porte de mon nouvel appartement. Mon cœur a bondi un instant, mais j'ai regardé par le Judas et j'ai vu 2 policiers. J'ai ouvert la porte. « Je peux vous aider? » « Vous êtes Isabelle Dubois ?» demanda l'un d'eux. « Oui, c'est moi. » « Madame, nous avons reçu un appel de votre famille. Ils ont déposé une demande de vérification de bien-être, affirmant qu'ils étaient préoccupés par votre sécurité. Ils ont dit que vous étiez parti dans des circonstances inhabituelles. » J'ai dû me retenir de rire. « Messieurs, j'ai 22 ans. Je ne suis pas portée disparue. J'ai déménagé ici pour un nouveau travail. Je suis parfaitement saine et sauve. Je leur ai montré mon nouveau permis de conduire avec l'adresse locale et ma carte de travail. » L'officier a hoché la tête, griffonnant sur son bloc-notes. « Donc, vous êtes parti volontairement? » À 100%. J'ai dit, j'apprécierais que vous informiez ma famille que je vais bien et que je ne souhaite avoir aucun contact avec eux. Toute tentative supplémentaire de leur part de me contacter sera considérée comme du harcèlement. Ils ont été professionnels et ont compris immédiatement. Ils sont partis et j'ai su que cette voie était maintenant fermée à ma famille. Ils avaient joué leur dernière carte et perdu. Leur pouvoir sur moi avait officiellement disparu. Ils ne pouvaient plus me forcer, me manipuler, ni utiliser qui que ce soit d'autre pour m'atteindre. Ils n'avaient plus que les conséquences de leurs propres actions. Et j'étais enfin vraiment libre. 6 mois se sont écoulés. 6 mois de guérison silencieuse, heureuse et parfois difficile. Ma nouvelle ville était vibrante et anonyme. Mon travail de designer junior était stimulant et épanouissant. J'étais entouré de gens qui me voyaient comme Isabelle, la fille qui était douée avec les polices et avait un humour sec. Pas Isabelle, le distributeur automatique familial. J'avais fait quelques amis au travail. Nous prenions un verre après une longue semaine ou faisions de la randonnée le week-end. C'étaient des amitiés simples, faciles, libérées du poids de l'histoire et des obligations. Surtout, je prenais soin de moi. J'ai trouvé un excellent kinésithérapeute qui m'a aidé à gérer la douleur chronique à mon épaule.
À chaque exercice, je me sentais physiquement plus forte, et c'était un miroir de la force émotionnelle que je construisais. Sur sa recommandation, j'ai également commencé à consulter un thérapeute. Nous avons parlé des limites, de la culpabilité, de la redéfinition de ce que signifiait la famille. C'était un travail difficile de déballer 2 décennies de bagages émotionnels, mais c'était nécessaire. Un après-midi, un email est apparu dans ma boîte de réception avec un objet qui m'a coupé le souffle, de Lucie. Lucie était ma cousine, la cousine plus jeune de Marie et moi. Elle avait 16 ans, une fille tranquille et observatrice qui était toujours en périphérie lors des réunions de famille. Je me souviens l'avoir vue près du ponton ce jour-là, ses yeux grands ouverts avec un regard que je ne pouvais pas déchiffrer à l'époque. J'ai ouvert l'email. Salut Isabelle. Je ne sais pas si tu recevras même ça. Maman a dit que personne ne devait te contacter, mais j'ai senti que je devais le faire. J'ai beaucoup pensé à ce jour au lac. J'ai vu ce que Marie a fait, et j'ai vu que tu étais vraiment en difficulté. Je voulais dire quelque chose, mais j'avais peur. Je suis tellement désolée de ne pas l'avoir fait. Les choses ici ont été folles depuis que tu es parti. Oncle Antoine et tante Claire sont un désastre. Marie a perdu sa place dans le programme de MBA et travaille dans un centre d'appel. Elle est en colère tout le temps. Mais il y a autre chose que tu devrais savoir. La raison pour laquelle tout le monde était si désespéré. J'ai surpris ma mère, tante Catherine, se disputant avec tante Claire au téléphone. L'entreprise de papa est vraiment en difficulté. Et ma mère avait prêté une énorme somme d'argent à tes parents il y a un moment. Elle menaçait de les poursuivre en justice s'ils ne la remboursaient pas. Ils n'essayaient pas d'obtenir ton argent juste pour l'école de Marie. Ils essayaient de se sauver de ma mère. Cela ne rend pas ce qu'ils ont fait juste du tout. Mais je pensais que tu devrais connaître toute l'histoire. J'espère que tu vas bien. Je suis vraiment contente que tu sois partie. Lucie. J'ai lu l'email 3 fois. Ce n'était pas un choc. Pas vraiment. C'était une confirmation des pièces du puzzle que j'avais déjà rassemblées. Cela n'a pas changé mes sentiments, et cela ne m'a certainement pas fait de la peine pour eux. Leur désespoir n'excusait pas leur cruauté, mais cela fournissait une dernière lentille clarifiante sur toute la situation laide. Cela a consolidé ma décision. Je n'avais pas seulement échappé à la cupidité. J'avais échappé à un navire en train de couler, un vortex de mauvaises décisions et de mesures désespérées qui m'auraient sans aucun doute entraîné avec eux. J'ai répondu à Lucie un email court et simple. Merci de me l'avoir dit. Cela signifie beaucoup. Je vais bien. J'espère que toi aussi. J'ai cliqué sur « Envoyer » et avec cela, j'ai clos le dernier chapitre de mon ancienne vie. Cela fait plus d'1 an maintenant. Mon appartement ne me semble plus nouveau. Il me semble être chez moi. La fenêtre au-dessus de mon bureau donne sur la ville. Un paysage de lumière scintillante et de possibilités infinies. Mon épaule me dérange rarement maintenant. Une douleur sourde les jours de pluie est tout ce qui reste. La semaine dernière, une autre lettre est arrivée. Celle-ci ne venait pas d'un avocat ou d'un parent en détresse. Elle était sur du papier simple. L'adresse de l'expéditeur du collège communautaire local. Je l'ai ouverte. Elle venait d'une jeune femme, une étudiante en soins infirmiers. Elle était la première bénéficiaire de la fondation de Bourse du Bois. Elle a écrit qu'elle était une mère célibataire, travaillant 2 emplois pour joindre les 2 bouts, et comment la bourse lui permettait d'en quitter un et de passer plus de temps avec son fils. Cela signifiait qu'elle pouvait se permettre ses manuels sans avoir à sauter des repas. Cela signifiait qu'elle pouvait envisager un avenir pour elle-même qui n'était pas seulement une lutte quotidienne pour la survie. Je ne sais pas qui est le donateur anonyme, a-t-elle écrit à la fin. Mais si vous avez un jour l'occasion de le leur dire, veuillez leur faire savoir qu'ils ne m'ont pas seulement donné de l'argent. Ils m'ont donné de l'espoir. J'ai plié la lettre, un sourire authentique et non forcé sur mon visage. La douleur dans ma poitrine qui avait été ma compagne constante pendant si longtemps avait disparu. À sa place, il y avait une chaleur tranquille et constante. J'avais passé toute ma vie à croire que je devais m'immoler pour garder ma famille au chaud, pour réaliser qu'ils se tenaient près des flammes, se plaignant du froid. Mon acte de rébellion,
né de tant de douleur et de colère, était devenu un acte de création. L'argent qu'ils considéraient comme leur droit avait été transformé en une chance pour quelqu'un d'autre. En regardant les lumières de la ville, j'ai finalement compris. Parfois, la chose la plus courageuse que l'on puisse faire est de partir. Parfois, la famille la plus aimante n'est pas celle dans laquelle on est né, mais celle que l'on trouve ou celle que l'on a le courage de construire soi-même, brique par brique, dans la paix tranquille de sa propre vie. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle a résonné en vous d'une manière ou d'une autre. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez dû faire un choix difficile pour protéger votre propre paix? Je serais honoré de lire vos expériences.